Salut, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, la personne que j'aimerais vous décrire, un monstre du cinéma, très clairement, très clairement. Et donc, j'aimerais vous poser la question suivante. Tu connais Lino Ventura ? Donc pour commencer, son vrai nom est Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura. Et donc du coup, tu l'auras compris, il est d'origine suédoise. Ma non, è un italiano. Donc il est né en Italie, dans la ville de Parme, le 14 janvier 1919. Quand il est enfant, son père, un représentant commercial, quitte le domicile familial car il doit, je cite, se rendre à Paris pour le travail, laissant Angiolino et la sua mamma en Italia. Donc du coup, en 1927, il a alors 8 ans, lui et sa mère décident de rejoindre Monsieur Giovanni Ventura à Paris. Mais là, plus aucune trace de Giovanni. Volatilisé, disparu. Les voilà donc seuls tous les deux, et heureusement qu'ils avaient des amis dans la capitale, à qui ils ont pu demander l'hospitalité pendant quelques temps, avant de trouver un logement à Montreuil, au cœur de la communauté italienne. Du coup, la chance, elle est enfin de leur côté, parce que l'intégration de la petite famille Ventura dans le quartier, s'est plutôt bien passée. Et après un certain temps, ils décident de quitter Montreuil et d'aller s'installer dans le 9e arrondissement de la capitale. Je vous dis ça maintenant parce que ça va être important pour la suite. Angiolino n'a jamais voulu recevoir la nationalité française et préférait garder sa nationalité italienne. Parce que d'après ses mots, il ne voulait pas renier sur un bout de papier avec une signature la terre où il est né. Mais bon, être mère au foyer sans mari à Paris... c'è un po' difficile. Heureusement, Luisa Berini, la mère d'Angiolino, a réussi à trouver un job comme femme de chambre dans un hôtel. Mais avec un enfant qui doit encore aller à l'école, le salaire d'une femme de chambre ne suffit pas à faire vivre correctement la petite famille. Du coup, c'est à l'âge de 9 ans qu'Angiolino décide de quitter l'école pour commencer à travailler comme portier, livreur mécanicien, représentant de commerce ou alors employé dans un bureau. Donc par rapport à sa carrière, je vais la diviser en deux temps. Tout d'abord, je vais vous parler de sa carrière en tant que lutteur et catcheur, et dans un second temps, je vous parlerai bien évidemment de sa carrière au cinéma. Donc en fait, le jeune Angiolino, qui n'a alors que 16 ans, en fait, il faisait sa vie tranquillement dans le 9e, jusqu'à ce que ses potes lui parlent d'un sport dont il en deviendra champion, la lutte. Et il se trouve que dans l'hôtel où travaille sa mère, l'hôtel Baudin, il y a un champion autrichien de lutte gréco-romaine. Attention, point culture. Il existe deux sortes de lutte. La lutte gréco-romaine et la lutte libre. La différence entre les deux, c'est que dans la lutte gréco-romaine, tu n'as le droit d'attaquer que le haut du corps de ton adversaire, et que dans la lutte libre, tu as le droit d'attaquer en dessous de la ceinture. Donc toujours est-il que le champion autrichien convainc Angiolino de venir s'entraîner, et c'est grâce à ce sport que notre jeune italien apprend l'humilité et la fraternité, et qu'il se forge, comme il l'a dit, un mental de gagnant. Il pratique donc ce sport, mais aide toujours sa mère à ramener de l'argent dans le foyer, parce qu'en même temps il exerce le métier de coursier à la CIT, qui est la compagnie italienne de tourisme. Mais encore une fois, dans à peu près toutes les descriptions que je vous fais, on a un passage inévitable par la Seconde Guerre mondiale. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'a jamais voulu recevoir la nationalité française, voulant garder sa nationalité italienne. Et ça a pas loupé, il s'est fait enrôler dans l'armée italienne, armée qui finit d'ailleurs par déserter au début de l'effondrement du fascisme italien. Suite à ça, il décide de se cacher pour ne pas être arrêté par les Allemands, et sa cachette, c'est une petite maison qui sert de grange qui se trouve dans le Maine-et-Loire. Et puis bon, pour la petite anecdote, il y est retourné après la guerre et il l'a acheté. Mais bon, après la guerre, il décide d'entamer une carrière dans le catch, parce que ça paye plus que la lutte. Il choisit donc comme pseudo Lino Berini. Berini, c'est le nom de sa mère, mais il est aussi appelé la fusée italienne. Il est tellement doué qu'il devient même champion d'Europe de poids moyen pour l'Italie. Mais le 31 mars 1950, alors que sa carrière est à son apogée, il se battait contre Henry Kogan. Henry l'a tout simplement balancé contre des chaises métalliques, ce qui lui a valu une double fracture ouverte à la jambe droite, et c'est ce qui a mis fin à sa carrière de catcheur. Alors dernière info en date, Kogan et Ventura se sont revus 13 ans plus tard sur le tournage des Tontons Flingueurs, et en fait pendant le tournage il devait simuler une bagarre, sauf qu'à un moment, Ventura a mis un vrai et violent coup de poing à Kogan, ce qui l'a jeté à terre. Et devant sa surprise, Ventura lui a juste dit « ça, c'est pour ma jambe ». Mais bon, vu qu'il pouvait pas juste partir du catch comme ça, il a été organisateur de combat. Donc du coup, le catch et la lutte, c'est terminé. C'est alors en 1953 qu'un de ses potes parle de Lino au réalisateur Jacques Becker, qui cherchait justement un type avec un air italien, plutôt bien bâti, pour jouer aux côtés de Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby. Donc la rencontre se fait avec le réalisateur, et vu qu'Angiolino n'était pas forcément attiré par le domaine cinématographique, il a proposé plusieurs autres noms à Becker. Mais Becker le veut lui, pour le rôle du chef du gang, opposé à Gabin. Mais Lino a refusé, et comme provocation, il demande un cachet d'1 million d'anciens francs. C'était l'équivalent du cachet de Jean Gabin, qui lui était une vedette à l'époque, alors que lui n'était qu'un jeune nouveau. S'il a fait cette provocation, c'est pour être sûr qu'il soit refusé pour le rôle.
Pas de bol, il a été accepté. À la fin du film, bien que toute la profession l'ait remarqué, il va rester incertain sur le métier de comédien pendant 5 ans. Durant le tournage, il est devenu très ami avec Jean Gabin, et il s'est fait remarquer par le public par sa carrure, par sa gueule, par son expression naturelle. Et ces 3 critères font de lui un interprète idéal pour tous les rôles de truand et de policier dur à cuire, mais avec un cœur tendre. Bien qu'il n'ait jamais pris de cours de comédie, il passe quand même de second rôle à vedette grâce au film Le Gorille vous salue bien de 1958. Il est ensuite engagé par Claude Sautet pour le film Classe Touriste où il rejoint le jeune Belmondo en 1960. Il devient alors un poids lourd du cinéma cette fois, et restera à jamais reconnu comme l'un des plus grands acteurs de l'Hexagone. Dans les années 60, on peut dire que c'est quand même l'acteur fétiche de Georges Lautner, parce que du coup il lui fait tourner en 1963 Les Tontons Flingueurs, Les Barbouzes en 1964, et en 1966, l'un de mes films préférés, Ne nous fâchons pas. En 1972, il a été choisi pour tourner dans le film Cosa Nostra, film où il interprète le mafieux Vito Genovese, aux côtés de Charles Bronson, qui lui interprète un mafieux repenti. Et ce film vaut à Ventura une reconnaissance internationale. En 78, il joue dans Un papillon sur l'épaule, où il joue un personnage manipulé par quelques forces obscures, et c'est à cause de ce rôle qu'il tourne un peu moins dans les années 80. Bien qu'en 1984, il ait été appelé pour jouer le rôle du général Della Chiesa pour le film Cento giorni a Palermo, 100 jours à Palerme. Ses derniers beaux rôles au cinéma seront dans le film Garde à vue, où il donne la réplique à Michel Serrault en 1981, dans Les Misérables de Robert Hossein en 1982, et l'une des dernières fois où on peut le voir au cinéma, c'est dans le film La Rumba, où il fait une brève apparition pour amitié à Roger Hanna. C'était en 1987 et il n'a même pas été crédité au générique. Bon, il y a des films que j'ai oublié de citer, mais il a bien évidemment joué dans L'Armée des Ombres en 1943, en 1966 dans Avec la peau des autres et Le Deuxième Souffle, en 1971 dans la comédie Fantasia chez les Ploucs, en 1973 dans L'aventure c'est l'aventure. Bon, on peut dire qu'il a vraiment bien réussi niveau familial. Pour commencer, il n'a eu qu'une seule épouse, et il se trouve que c'est son amour d'enfance. Le Rogeluche appelle Odette le comte. Et la première fois qu'il l'a vue, c'était en 1935, dans l'agence de voyage où il travaillait. Tu te souviens? La CIT. Mais bref, c'est en 1942 que Angiolino épouse Odette. Ensemble, le couple a eu 4 enfants. Ils ont d'abord eu Mylène, qui est née en 1946. Ils ont ensuite eu Laurent en 1950, Linda en 1958, et enfin Clélia en 1961. Mais le problème, c'est que Linda est née avec un problème, et elle passera le reste de sa vie handicapée. C'est alors qu'Angiolino et Odette se rendent compte qu'il y a un vrai manque de structures d'aide et d'accueil pour les enfants handicapés. Du coup, le couple crée en 1965 l'association caritative Perce-Neige. L'association est très active et en 1967, elle est reconnue comme association d'utilité publique. Et 6 ans plus tard, la première maison Perce-Neige ouvre ses portes dans la capitale. Depuis, et ce depuis sa disparition, l'association a permis d'ouvrir pas moins de 35 établissements en France. Il faut savoir que Lino Ventura n'a jamais pris sa retraite en ce qui concerne le cinéma. En 1987, on lui avait d'ailleurs proposé un projet. Il était sur le point de commencer à travailler sur le film de Francesco Massaro, film qui est adapté d'un livre italien et où il devait jouer le rôle principal, celui du commissaire Ambrosio. Mais bon, Massaro meurt, mais le projet a été repris par un autre réalisateur italien. Donc le film sort en 1880 sous le titre Il giorni del commissario Ambrosio. Mais au lieu de voir Lino Ventura à la place du commissaire, c'est Ugo Tognazzi, tout simplement parce que Lino Ventura est décédé pendant le tournage du film. Niveau hommage, il a présidé la 2e cérémonie des Césars en février 1977, succédant ainsi à Jean Gabin, qui est mort 3 mois plus tôt. 4 mois après sa mort, il reçoit un hommage à la 13e cérémonie des Césars. En 1999, son nom est donné à une place dans le 9e arrondissement de Paris. En 2003, à Parme, sa ville de naissance, lui rend hommage en nommant le centre du cinéma de la commune, Centro Cinema Lino Ventura. Et enfin, en 2005, il a été classé 23e plus grand français de tous les temps. Dans ma courte existence, j'ai quand même vu quelques films avec Lino Ventura, comme Le Clan des Siciliens avec Delon et Gabin, avec la magnifique musique d'Ennio Morricone. Il fait également une apparition dans le film de Raymond DeVos, La raison du plus fou avec Pierre Richard, sans oublier l'incontournable Les Tontons Flingueurs, avec tout simplement un casting de malades. Bernard Blier, Francis Blanche, Robert Dalban, Venantino Venantini, Claude Rich ou encore Raymond Lefebvre. Bon, en vrai, vous avez dû au moins entendre la musique dans une publicité, parce que c'est la musique qui est dans la pub Générale Optique. La fin des lunettes chères. Bon, évidemment, il m'en tarde d'en voir d'autres. Mais pour cette vidéo, je vais vous présenter 2 films que j'affectionne particulièrement, à savoir Ne nous fâchons pas et Marie-Octobre. Donc c'est parti, on commence avec le film de Georges Lautner, Ne nous fâchons pas. C'est un de mes films préférés, mais franchement,
Foncez, allez le voir si vous aimez les comédies, allez-y. En plus, dans ce film, il y a un super casting. Bon, bien évidemment, il y a Lino Ventura, il y a également la belle Mireille d'Arc, Jean Lefebvre ou encore Michel Constantin. Donc dans ce film, Ventura incarne un ancien gangster, Antoine Berretto, qui se faisait appeler lorsqu'il était gangster Tonio, et dans sa nouvelle vie, du coup, il tient un commerce de location de bateaux. Mais tout vient compromettre sa nouvelle vie quand deux anciens complices viennent lui demander de l'argent et de les faire passer incognito en Italie par la mer. Vu qu'il loue des bateaux, c'est la couverture parfaite. Bien que réticent au début, Antoine accepte de leur donner 4 millions. Les fuyards lui disent qu'il peut récupérer ces 4 briques auprès de Léonard Michalon. Qui est Léonard Michalon? C'est un escroc qui conseille aux gens de parier sur des chevaux, et une fois que le cheval a gagné, lui et les gains disparaissent. Donc Antoine retrouve le dit Michalon grâce à son ami Jeff, qui est lui aussi un ancien gangster qui s'est rangé. Et ce qu'il faut savoir de Monsieur Michalon, c'est que c'est un poissard. Un déloyal, tout ce que tu veux. Et en plus, il est recherché par un gang britannique dirigé par le colonel McLean qui veut tuer Monsieur Michalon. Donc du coup, bien que Michalon soit assez chiant, il faut le dire, les deux ex-gangsters vont tout faire pour lui sauver les fesses. Si je vous conseille de regarder ce film, c'est avant tout pour l'histoire, mais aussi pour les dialogues, et également pour Mireille d'Arc qui joue la femme de Michalon. Mais je vous laisse découvrir ce qu'elle pense de son mari. Et maintenant, parlons du film Marie-Octobre. Bon, il y a eu une version faite en 2008, mais malgré la distribution... On va parler de celle de 1959. Et il y a encore un casting de malade. Dans ce film, on retrouve la belle Danielle Darieux, aux côtés de Paul Meurice, Bernard Blier, Noël Roquevert, Robert Dalban, Paul Francoeur, l'italien Serge Reggiani, Paul Gers et Daniel Ivernel. Ces noms vous disent peut-être rien, mais c'était des superstars à l'époque. Donc en fait, c'est l'histoire d'un groupe d'ex-résistants, dont certains se sont perdus de vue depuis la fin de la guerre, et ils se retrouvent 15 ans plus tard à l'occasion d'une soirée, dans la maison de leur ancien chef, arrêté et tué dans cette maison. Et du coup, cet assassinat a provoqué la chute de ce réseau de résistance. Cette agréable soirée a été organisée par la seule femme du groupe qui avait pour nom de code Marie-Octobre, mais également par le propriétaire des lieux, un ancien du réseau, François Renaud Picard. Et cette soirée n'a qu'un seul but, percer le mystère de la mort du chef. Parce qu'en fait, une ancienne connaissance de François lui a dit qu'il y avait un traître dans la bande. Et du coup, c'est ce traître qui aurait dénoncé le chef, et du coup, après, il s'est fait tuer, patati patata. Tout au long du film, tout le monde suspecte tout le monde. Et leurs raisonnements sont pas idiots. La raison de la trahison peut-être. L'amour, l'appât du gain, la lâcheté de la politique, etc. Malgré l'opposition d'un prêtre présent, tout le monde vote pour la mort du traître qui devra se suicider après avoir écrit et signé ses aveux. Je ne vous en dis pas plus, vous irez voir qui est le traître parmi ces acteurs. Voilà, j'espère que tu en auras appris un peu plus sur Lino Ventura. Franchement, cet homme, outre sa grande carrière cinématographique, il laisse derrière lui l'association Personnage, qui franchement est une superbe association. Donc voilà, sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!